Alors bonjour à toutes, bonjour à tous, Valentin Franc avec vous pour ce webinaire présenté pour DailyFX. Alors est-ce que vous pouvez me confirmer que l'image ou le son fonctionne avant de poursuivre ce webinaire? Je vais en profiter pour saluer donc les gens présents dans cette salle de trading. Bonjour à vous Pascal, bonjour François, le son et l'image parfait, écoutez c'est parfait. On va pouvoir commencer. Alors tout de suite, comme vous le savez tous, on commence par l'avertissement égal sur le risque. Alors, trader le Forex et ou les CFD implique un niveau de risque élevé et ne peut être approprié car vous pouvez subir des pertes supérieures à votre dépôt. DailyFX décline toute responsabilité pour les erreurs, inexactitudes ou omissions et ne garantit pas l'exactitude et le caractère complet des informations contenues dans cette documentation. Alors, comme on a l'habitude de faire, le bilan de la science américaine de la veille, le bilan, le premier bilan de la science asiatique parce qu'elle n'est pas encore clôturée. Donc la science américaine globalement était dans le rouge, hein. On a eu tout simplement des deux secteurs qui ont pénalisé les indices. On a eu le secteur de l'énergie et de la finance, on a eu un repli du pétrole, toujours hein, l'accord de l'OPEP qui ne satisfait pas le marché, et donc le pétrole qui cède 0,27%, le pétrole de WTI, forcément le Dow qui est le plus exposé, qui a la plus grosse pondération sur le secteur énergétique, eh bien recule le plus, 0,24%, le S&P qui a un aspect un peu plus large également, le Nasdaq 0,11%, et enfin, on a le dollar et les obligations américaines qui reculent. On a également le secteur de la finance hein, qui a pénalisé les indices boursiers américains. Et en plus de ça, on a un magnifique cocktail avec le calendrier économique de la veille, à commencer par la dépense des consommations des ménages, qui a été publié dans la lignée de ce que prévoit le consensus. Alors, pardon, on me dit que l'image est normalement, l'image devrait être transmise. Voilà, excusez-moi. Donc oui, je disais que la dépense de consommation des ménages a été publiée dans la lignée du consensus, c'est-à-dire 1,5%. Mais c'est un petit peu décevant dans le sens que c'est moins bon que la précédente publication qui était à 1,6. Donc on a un léger repli de la dépense des ménages. Et enfin, on a la confiance, l'indice de confiance des consommateurs, qui lui, eh bien, est publié en repli par rapport aux prévisions et par rapport à la précédente publication. Donc 117,9 points versus 119,5 points, c'est ce que prévoit le consensus, et la précédente publication, c'était 119,4. Donc le marché attendait hier une avancée de la confiance des consommateurs. À noter toutefois que la confiance des consommateurs est quand même à un niveau assez élevé comparé aux dernières années. Voilà, donc sur du long terme, la confiance des consommateurs, malgré son repli pour ce mois-ci, il reste quand même très très bien, même au-dessus de ses niveaux pré-crise de 2007. Euh, donc voilà pour ce qui est du résumé de la séance américaine. On a également le président de la Fed de Dallas qui a annoncé à CNBC hier qu'il y aurait normalement encore 2 hausses des taux anticipées pour cette année. Donc concrètement, le scénario des 3 hausses des taux est jouable. Euh, elle est jouable, on en a eu une en mars. On pourrait en avoir une en juin. La probabilité, en tout cas, les experts tablent sur 100% de probabilité d'une hausse des taux en juin. Et la prochaine, personnellement, vraiment c'est personnel, je tablerai sur décembre. Alors, la séance asiatique, le yen, qui n'a pas vraiment progressé. Le gold qui progresse très très légèrement, le Nikkei en léger repli malgré une bonne statistique euh, euh, japonaise. L'indice de Shanghai plus 0,17% et enfin l'indice de Taïwan progresse de 0,07%. Alors pourquoi les indices, l'indice chinois progresse, et également celui de Taïwan, tout simplement parce qu'on a une bonne statistique économique qu'on peut voir ici sur la prochaine slide. On voit l'indice PMI manufacturier, donc on avait une précédente publication la semaine dernière qui était une espèce de production industrielle. Là on a l'indice PMI qui est un indice vraiment très suivi par le marché, qui a un poids conséquent. Ce qu'on attendait, c'est est-ce que le chiffre allait confirmer la hausse de la production industrielle publiée la semaine dernière. Oui, bon, pas avec une grande, pas vraiment, dans le sens que c'est au-dessus de ce que prévoit le consensus, mais ça reste dans la lignée de la précédente publication. Donc pas vraiment d'enthousiasme, mais le marché qui tablait sur un léger recul de la production industrielle, eh bien en fin de compte, c'est stabilisé. Bon, donc c'est pas négatif, c'est pas non plus positif, c'est globalement neutre. Donc c'est pour ça qu'on a un léger rebond des indices boursiers chinois.
Donc voilà, ensuite sinon pour la journée, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir le taux de chômage allemand qui sera suivi. Donc juste pour revenir sur cette slide, là quand je vois ça personnellement, j'ai pas vraiment de sentiment, que ce soit sur le niveau des indices du gold. Euh, Ça diverge un petit peu à sens américaine et asiatique, donc on peut pas vraiment avoir un sentiment dans le sens est-ce que les indices européens vont suivre la tendance des deux précédentes séances, américaines et asiatiques. Là, globalement, bon, bah, ça ne donne pas trop d'indications. Donc a priori, les indices européens et la zone euro, la monnaie unique, réagiront plutôt au taux de chômage allemand, puis il y a 9h55 aujourd'hui. On aura également l'estimation de l'indice des prix à la consommation, donc tout simplement l'inflation. L'inflation qui est attendue en léger repli, 1,5% contre 1,9%. La précédente publication, alors c'est une estimation, ça sera très suivi par le marché, étant donné que c'est un des facteurs clés pour remonter les taux. Le chômage est à la baisse, l'inflation est à la hausse, la croissance est à la hausse. Maintenant, ce qui est important, c'est qu'il y ait une inflation sous-jacente d'environ 2%. L'inflation sous-jacente, elle est ici, c'est l'inflation core qui est à 1% environ. Voilà. Pourquoi on parle d'inflation sous-jacente? Parce que on a souvent le secteur l'alimentation, pardon, et le pétrole qui affectent tout simplement l'inflation, mais sans sans grand impact sur le long terme. Donc, c'est-à-dire si dans un mois le pétrole est haussier, on aura une répercussion dans 2 mois sur l'inflation, mais ensuite, imaginons que le pétrole se replie de 5-10%, et bien l'inflation retombe. Donc, c'est important d'avoir une inflation core, une inflation de base qui est stable autour des 2% et ne pas se fier sur l'inflation globale pour remonter ses taux. Voilà. Et ensuite, nous aurons le dollar canadien, donc la publication du produit intérieur brut. Voilà un petit peu pour la journée. Et enfin, 20h, livre beige de la Fed. Donc livre beige, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une publication de la Fed qui fait un point sur l'économie américaine et qui donne en général un peu des indications sur ce que va faire la Fed le 14 juin prochain. Alors c'est pas explicite, mais concrètement, on voit les indicateurs, s'ils sont tous dans le vert, et bien concrètement on peut s'attendre à une hausse des taux. Voilà, donc ça sera l'événement de la journée à 20h, la publication du livre belge de la fête, 20h heure française. Bonjour à vous Brigitte, bonjour Jean-Yves, Alain également que je salue. Donc voilà, on va commencer aux choses sérieuses. Alors, je regarde si j'ai tout dit. Oui, donc j'ai tout dit. L'Europe, pour faire un dernier point, hein, ce qu'il faut retenir en Europe en ce moment, il y a le risque géopolitique qui est revenu. On a le risque des banques italiennes et on a la dette de la Grèce qui est revenue un petit peu sur le marché. Donc c'est pour ça que ça peut impacter l'euro à court terme. Donc le calendrier économique, on l'a fait. Voilà, donc moi j'ai trié que les publications fortes. Donc vous allez sur le calendrier économique Daily FX, vous pouvez les trier ici. Même mettre pardon. Bon, vous m'avez compris votre temps pour être sur votre bonne horaire, excusez-moi. Et vous pouvez afficher par semaine. Donc voilà pour ce qui est du calendrier économique. Dernier point macro également, du côté de la livre, qu'on va voir, excellente transition pour le GBP-NZD. La livre, hier, a été impactée négativement et devrait l'être encore aujourd'hui. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a un sondage qui a montré que Theresa May pourrait ne pas avoir sa majorité aux prochaines élections législatives qui auront lieu le 8 juin prochain. Donc c'est elle qui a demandé d'anticiper les élections législatives qui avaient auparavant lieu à la base en 2020. Ils sont organisés pour le 8 juin prochain et un sondage a montré qu'elle pourrait ne pas avoir la majorité. Donc oui, on sait tous, hein, les sondages ne restent que des sondages, mais ce que l'on sait aussi, c'est que le marché réagit selon les informations qu'elle dispose. Et donc, quand il y a un sondage sérieux qui montre que Theresa May ne pourrait ne pas avoir la majorité, le marché, par précaution, prend des bénéfices sur la livre et donc accentue la baisse. Voilà, donc ce n'est pas pour autant que la livre va s'effondrer, mais ça explique la baisse à court terme. Et je pense qu'elle devrait continuer. Pour moi, le GBP-NZD, c'est la paire en intraday qui a le plus de tendance, qui a à mon avis les meilleures opportunités, dans le sens que la livre,
c'est la devise aujourd'hui la plus baissière, en tout cas pour le moment. Le NZD la plus haussière, et donc ça fait une excellente paire de devises. Donc GBP NZD, bon là on arrive près d'un seuil psychologique, 1,80. En cas de cassure, on ira chercher les 1,78, 93. Et ensuite pourquoi pas les 1,76, 51. Bon, ça nécessitera quand même, je pense, pour que ce niveau soit atteint, que Theresa May n'ait pas une majorité aux législatives le 8 juin prochain. À mon avis, ça ne sera atteint que si elle n'a pas sa majorité. Voilà. Donc là, concrètement, on peut viser cette zone. Donc c'est vraiment de l'intraday, cette stratégie. Il n'y a pas énormément de pips à aller chercher, mais voilà, on peut déjà au moins chercher un 80, je pense, voire plus bas si on a encore la livre qui est sous pression et le NZD surtout qui continue sa hausse. Regardez un petit peu le ZXY, donc qui est comme le dollar, enfin comme le DXY que vous avez l'habitude d'entendre, sauf que c'est pour le dollar néo-zélandais. Regardez le ZXY. Bah voilà, il est dans ce canal ascendant. Il y a encore une marge de progression. Là, on peut essayer de tracer peut-être une droite. Donc vous voyez ici, là, honnêtement, je ne vois pas de résistance qui pourrait limiter la progression. Ah, j'en vois une ici, pourquoi pas, hein, le sommet d'ici. Mais bon, il y a quand même une petite marge de progression qui pourrait faire pression encore sur le GBP NZD. Voilà, on passe aux devises majeures. Ça, c'était juste pour la stratégie, je pense, Forex intraday. L'euro-dollar, donc l'euro-dollar a fait sa touchette sur les 1,11 comme prévu. Voilà, on a touché les 1,1108. Donc bon, c'est un 1,11. Est-ce que c'est le moment d'acheter? Je ne pense pas, étant donné que, comme je vous l'ai dit, on a les plans sur les banques italiennes, hein, les stress tests qui ne passent toujours pas sur les banques italiennes, la dette grecque, les ministres des finances de la zone euro n'ont pas trouvé d'accord pour résoudre la dette grecque lundi dernier. Prochaine réunion, il me semble que c'est le 15 juin prochain. Le Premier ministre grec est confiant pour trouver un accord. Néanmoins, tant qu'il n'y aura pas d'accord, ça fera pression et les taux, les spreads intra-Europe, spreads obligataires, eh bien, monteront et feront donc pression sur la monnaie unique. Voilà, on va voir un petit peu le spread que vous avez l'habitude de voir dans les webinaires. Donc le RSI, bon, concrètement, il est à plat. L'euro-dollar est de nouveau retourné. Vous voyez, en fin de compte, il n'est pas vraiment sorti de ces deux pivots mensuels, donc il maintient son évolution là-dedans, pardon. À mon avis, ce qui peut se passer à court terme, c'est un rebond jusqu'à ce pivot-là, mais pour casser celui-ci, il faudra des fondamentaux intéressants sur la monnaie unique ou que DXY lâche son niveau de support. On regarde le DXY, vous voyez qu'il est à la baisse, on est sur un niveau de support très important, bon, les 96,90 points. Alors quelles sont mes perspectives pour le DXY? Alors mon opinion, c'est clairement mon opinion personnelle, c'est de la spéculation. Je pense que le DXY va évoluer jusqu'à la hausse des taux, donc jusqu'au 14 juin prochain, entre son pivot, son support et sa résistance ici. Voilà, donc concrètement il devrait évoluer là-dedans. Et ensuite, si on a une hausse des taux, il y a de fortes chances qu'elle soit anticipée par le marché. S'il n'y a pas hausse des taux, ça décevra le marché. Donc je pense honnêtement, je pense que dans tous les cas, on devrait avoir une cassure de ce niveau de support le 14 juin prochain. Que la Fed procède à une hausse des taux ou non. Donc ça dépendra comment le marché anticipe un petit peu. Si on voit que le momentum est haussier quelques jours avant la Fed, sans vraiment de réels facteurs macroéconomiques, c'est-à-dire s'il n'y a pas des statistiques économiques qui appuient la hausse du DXY, ça voudra tout simplement dire que le marché est en train de payer la hausse des taux, comme il l'a fait pour l'OPEP, comme il l'a fait pour Emmanuel Macron au second tour, comme il l'a fait pour le 15 mars dernier, la hausse des taux de la Fed. Et voilà, et on a eu achat la rumeur et vente de la nouvelle. Donc c'est ce qui risque probablement de se passer. Donc même s'il y a une hausse des taux le 14 juin prochain, attention à vos positions en dollars US. À ce moment précis, je pense que même s'il y a une hausse des taux, ce support-là pourrait casser. Voilà, donc ce qui aurait pour conséquence sur l'euro-dollar, bah, une hausse, ça devrait soutenir l'euro-dollar, 1,13, 1,1376, c'est les perspectives à moyen long terme.
moi ce que j'envisage, là c'est plutôt neutre sur du court terme. S'il y a un pullback sur cette oblique haussière qui est devenue support, tant mieux. Ça sera un excellent point d'entrée pour passer à l'achat. La moyenne mobile à 20 jours également. Regardez ici, un très bon niveau de support. Ici également. Donc voilà, la moyenne mobile à 20 jours, l'oblique haussière, c'est un niveau de prix swing trading que je surveille. Je surveille pour payer. Pour payer et aller chercher quoi? Eh bien, moi, j'ai vraiment une conviction haussière sur la zone euro. Donc 1,1376, 1,15, ça serait mes objectifs pour du moyen long terme, c'est-à-dire plusieurs mois. Voilà. Pourquoi? Tout simplement parce que la statistique macroéconomique en zone euro progresse, l'inflation progresse, la croissance progresse, le taux de chômage diminue, donc on a des clignotants qui clignotent de plus en plus, des facteurs pardon, qui clignotent de plus en plus dans le vert, ce qui est synonyme de fin du quantitative easing à la fin de l'année, et pourquoi pas une hausse des taux de la BCE dès 2018. Et donc hausse des taux, ça veut dire un euro qui rémunère plus, et donc le flux du marché qui revient en zone euro, et donc mécaniquement ça fait remonter la monnaie unique. Donc c'est vraiment purement spéculatif. En plus de ça, d'un point de vue purement politique, on sent depuis l'élection de Emmanuel Macron que il y a une cohésion plus importante en zone euro qu'il y avait il y a 3, 6 mois ou un an. Donc voilà, il y a différents facteurs, différents sentiments qui me donnent l'impression que la monnaie unique et que la zone euro est une région où les actifs sont plutôt intéressants, que ce soit la monnaie ou les indices boursiers. Les indices boursiers, on vous l'avait dit avec mon ancien collègue Vincent en janvier que eh bien les indices boursiers européens devraient superperformer. C'est vraiment ce qui a lieu. Ils superforment Wall Street, mis à part le Nasdaq qui est une exception parce que c'est un indice purement technologique, enfin quasiment que technologique. Mais sinon, si on prend en compte le S&P qui est l'équivalent de l'Eurostoxx 600, eh bien l'Eurostoxx 600 superforme. Si on prend le Dow comparé à l'Eurostoxx, c'est l'Eurostoxx qui superforme. Voilà, donc on a concrètement les actions européennes qui superforment des actions américaines. On a même un fonds d'investissement qui s'appelle BlackRock, donc c'est un des numéros 1 au monde pour ceux qui ne connaissent pas, qui a annoncé que l'Europe, les actifs européens étaient beaucoup plus intéressants que les actifs américains en ce moment. Voilà, donc on n'est pas les seuls. Et voilà, je maintiens cette opinion, comme quoi la zone euro est attractive, plus attractive, je pense, que que les États-Unis. Après, c'est pas pour autant qu'il faut shorter Wall Street et qu'il faut payer l'Eurostoxx ou voilà, faut savoir se diversifier, mais voilà, garder un œil sur les actifs européens. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, hein, des analyses que vous souhaitez. Donc là, on continue sur les paires majeures. Excusez-moi, je prends un petit peu de temps. En ce moment, le rythme, c'est un point de marché tous les 2 jours, le temps de reprendre l'habitude, de corriger les petits problèmes. Et ensuite, dès donc le 12 juin, je peux l'annoncer, dès le 12 juin, ce sera un webinaire par jour. On en aura même plusieurs par jour. Donc voilà. Donc là, c'est exceptionnel en ce moment. Je prends un petit peu de temps, un petit peu plus de temps, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Donc GBP/USD, moi comme je vous dis, la livre est sous pression, le dollar US également, donc c'est assez compliqué. Néanmoins, je pense qu'elle sera sous pression, la livre, et qu'elle pourrait atteindre au moins la moyenne mobile à 50 jours. Si on a une cassure de celle-ci, ce qui nécessitera probablement que Theresa May n'a pas la majorité au Parlement. Attention, si Theresa May a la majorité au Parlement, ça sera une très bonne nouvelle pour le marché. Enfin, ça sera, comment dire, euh, euh, le sentiment du marché sera très positif. Donc, la livre pourrait rebondir. Et devra, enfin, je pense rebondira. Voilà, c'est mon opinion encore une fois personnelle. Mais voilà, donc là, la livre pour moi, elle est baissière. D'un point de vue technique, on a une excellente divergence. Donc là, je peux supprimer. Divergence validée, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a la cassure de 50 du RSI. C'est cassé. Cassure du canal ascendant. Voilà, donc on a deux signaux techniques. Là, concrètement, le prochain niveau de support, c'est la moyenne mobile à 50 jours. Et ensuite, le niveau de support majeur, ça sera 1,2546. Je vous rassure, ça sera atteint enfin je vous rassure, oui ou non, mais en tout cas, mon opinion c'est que ça sera atteint que si Theresa May n'a pas sa majorité. Pascal qui nous demande, est-ce qu'il y aura des webinaires en juillet et août? Oui, il y aura des webinaires quotidiens en juillet et en août.
malgré les faibles volumes qu'il y a sur les marchés pendant cette période d'été. Donc voilà, livre sterling plutôt baissière en intraday. L'euro, je suis un petit peu divisé comme je vous l'ai dit, je suis plutôt neutre en intraday. On a des statistiques économiques qui donneront une tendance à court terme, le taux de chômage, l'indice, l'estimation de l'inflation. Voilà, donc ça sera des facteurs qui détermineront la tendance de l'euro. Donc c'est compliqué d'avoir un scénario sur l'euro aujourd'hui, en tout cas avant les statistiques économiques. Dollar US, on l'a vu, c'est plutôt baissier. Le yen, eh bien écoutez, le yen il progresse. Regardez le JXY, donc vous commencez à comprendre DXY, JXY, CXY, EXY, etc., etc. Vous avez tout simplement des indices de devises. Donc ça vous permet de voir assez rapidement, vous superposez toutes les devises. Donc, par exemple, là on a le GXY, on peut mettre le DXY, on peut mettre le XY, le ZXY, la XY. Voilà. Bon, là, c'est pas très propre, ça me prendrait un petit peu de temps de mettre les bonnes couleurs, de sélectionner les lignes, de mettre une couleur adaptée à la monnaie. Donc, par exemple, si c'est l'euro, je vais plutôt mettre en bleu, etc., etc. Et en fait, ça vous permet de voir, de comparer, eh bien, sur du moyen, court, long terme, la tendance des devises, laquelle progresse, laquelle recule, etc., etc. Donc, ça peut être intéressant de temps en temps. Moi, je vous recommande une fois par semaine, une fois par mois, de regarder un petit peu, de comparer la tendance des différentes devises pour voir lesquelles sont haussières, lesquelles sont baissières. Voilà, donc le yen index rebondit. J'ai pu retracer une ligne de tendance ici. On avait eu la cassure donnée le 8 mai. Le 8 mai. On a fait un plus bas. Donc là, j'ai retracé une ligne de tendance qui vient chercher les points les plus bas depuis le début de l'année. Maintenant, il progresse. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, 20 jours. Voilà. Après, je ne dis pas que le yen va progresser tout en haut, mais en tout cas, il est haussier. C'est ce que je constate. Gold et Silver hausse toujours pour toi de la part de François là. Alors, très bonne question, je vais y venir. Que penses-tu du gold? Puis-je prendre position de l'achat maintenant vers 1262? Le mieux serait 1261, merci à toi. Alors, je vais y venir sur le gold. Je termine juste sur les paires majeures. Ensuite, je passe aux matières premières. Et ensuite, je passe aux indices. Donc, le yen. Le yen, concrètement, bon, bah, l'USD-yen en recule. La meilleure paire de devises, je pense, ça va être le GBP yen. Si vous voulez acheter du yen, vendez le GBP yen. Là, on est sur un niveau de support important, mais en intraday, vous pouvez viser les 141,84. Voilà, qui correspond à la moyenne mobile à 50 jours et à un support mensuel. Moi, vous commencez à avoir l'habitude de voir ces niveaux de support qui correspondent à des niveaux des pivots mensuels, hebdomadaires ou journaliers. J'utilise très peu les journaliers, mais surtout les hebdomadaires et mensuels. Voilà, journalier, c'est quand je fais du 15 minutes pour vraiment de l'intraday sur les indices. Je trace mes niveaux de pivot daily. Voilà, donc GBP yen, plutôt sentiment baissier. Donc le yen, voilà, on l'a fait, c'est haussier. On peut regarder l'euro yen. Hein. Je sais qu'il y a des gens qui tradent l'euro yen et qui est vraiment une paire de vis très intéressante. Donc on a une prise de bénéfice à 125, l'euro qui recule, le yen qui rebondit, donc qui fait pression. Jusqu'à où peut aller l'euro yen? Alors selon moi, la baisse est assez limitée tant que l'euro, en tout cas, tient son canal qu'on a vu, hein, ces deux pivots sur l'euro dollar. Eh bien, la baisse devrait être assez limitée. Un achat 123,27, 123,17 pardon, semble être une bonne opportunité d'achat. Regardez ici, c'est un support mensuel, donc je ne l'ai pas tracé grâce à ce chandelier là. Comme vous avez pu voir hier, le cours a rebondi sur ce pivot mensuel. Et vous voyez, pareil ici. Donc 123,17, je pense honnêtement que c'est un niveau de support qui se tente. Voilà, je ne dis pas que c'est le meilleur niveau de prix d'achat, mais en tout cas, c'est un niveau de support qui a déjà été testé, qui était une résistance auparavant, comme vous pouvez le voir, et qui donc en fait un niveau pivot fiable. Voilà, après, si on a une mauvaise inflation, si on a un taux de chômage qui évolue enfin, qui progresse en Allemagne, il pourrait être cassé. Mais d'un point de vue purement technique, honnêtement, l'euro yen est au-dessus de 50 sur le RSI. On est au-dessus de la moyenne mobile à 50 jours, donc la tendance de moyen long terme est haussière. La monnaie unique, vous connaissez mon opinion. Le yen, moi j'ai plutôt un sentiment baissier. Donc voilà, 123,17 pour viser 125. Premier objectif. Honnêtement, c'est une stratégie qui, je pense, peut être payante. Voilà.
Je regarde rapidement, j'ai l'habitude de regarder le sentiment de DailyFX, donc qui est pas le même du sentiment que vous avez probablement l'habitude de regarder, tout simplement parce que ce sentiment prend en compte les positions des clients IG, qui sont extrêmement nombreux. L'euro-dollar, on a un sentiment aussi en intraday. L'USD-yen baissier, donc en fait ça converge, hein. Comme vous pouvez voir, ça converge avec l'analyse. L'USD-yen c'est baissier, GBP-USD plutôt mitigé, alors moi j'ai plutôt un sentiment baissier. L'AUD-USD, alors l'AUD c'est une monnaie qui est plutôt haussière aujourd'hui, donc haussier oui. Longzor mitigé, S&P, les indices américains haussiers. Oui, donc on va voir les indices plus tard. On regarde le NZD-USD, NZD qui est une des devises les plus fortes en ce moment. NZD-USD il progresse. Alors 0,71, on a cassé, vous voyez ce niveau-là. Donc là, prochain objectif, bon, concrètement, 0,72. Voilà, ça va être le prochain objectif. Alors, on a eu un discours du gouverneur de la RBNZ cette nuit. C'était pas un discours très très important. Il a simplement dit que le système financier en Nouvelle-Zélande était bon, mais qu'il y avait encore des fragilités. Voilà. En gros, pour ceux qui s'intéressent à ce qui s'est passé cette nuit, on a une annonce économique, un discours. C'était simplement ça. Il n'y a pas eu de décision des taux, etc., etc. Euh, donc voilà, pour ceux qui ne savent pas, ce qui manque à la RBNZ pour remonter ses taux, c'est une dynamique, une nouvelle dynamique sur le marché de l'immobilier euh, et une hausse de l'inflation. Voilà. Je suis tenté de vendre l'euro GBP entre entrée 0,8705, stop 0,8745, limite. Alors, mon opinion, alors vendre la monnaie unique, honnêtement, moi c'est pas du tout ma stratégie, que ce soit sur du court, moyen ou long terme. À court terme, la monnaie unique, je suis plutôt neutre. Voilà, cette semaine, à mon avis, sera plutôt une semaine de transition. La monnaie unique, tant qu'on a ces risques là, tant que la dette grecque n'est pas est revenue sur le marché au premier plan, ça fera pression sur l'euro. En tout cas, tant qu'il n'y aura pas d'accord de trouver sur la dette grecque, ça sera un problème qui sera renouvelé tous les X mois. Donc s'il n'y a pas d'accord le 15 juin, imaginons que la prochaine réunion sera en novembre, et bien on retrouvera les mêmes pressions en novembre, etc., etc. Tant qu'il n'y a pas de solution, c'est un des facteurs qui a impacté la zone euro fortement en 2011. C'était à cause de ça qu'on a eu ces fameux 3% du PIB, vous savez, la dette pas dépassé les 3%, on a eu la hausse des taux obligataires européens, on a eu la fameuse crise européenne qui a été amorcée par la dette grecque. Donc tant que ce problème n'est pas résolu, le marché aura toujours un côté sceptique sur la zone euro. Quand il sera résolu, concrètement, la zone euro n'aura plus vraiment de problème majeur. Bien sûr, il y aura des statistiques macroéconomiques qui évolueront, mais sinon, il n'y aura pas de gros hic. Voilà, donc l'euro GBP, vendre la monnaie unique, c'est pas forcément, moi c'est pas mon opinion, c'est pas ma stratégie. Si vous voulez la vendre, pourquoi pas, mais honnêtement, moi je ne vendrai pas l'euro GBP. Au contraire, en intraday, je l'achèterai pour viser quel niveau? 0,8751. Voilà, c'est mon opinion en intraday. Si vous voulez le vendre, imaginons que l'euro GBP est orienté à la baisse, le pullback sera à 0,8655. Donc, si vous voulez vendre, le premier niveau de support c'est 0,8655 où il pourrait y avoir un rebond. Alors, voilà, on va faire comme ça. Où il pourrait y avoir un rebond. Donc si vous êtes à la vente, pourquoi pas vendre jusqu'à 0,8655. Après, bon, c'est à vous de voir, mais moi je ne suis pas du tout vendeur de la monnaie unique, que ce soit à court, moyen ou long terme. Alors on termine les paires majeures avec la USD. La USD, bon, il est orienté à la hausse depuis le début du mois de mai. Hier, on a eu un rebond sur la mode mobile à 20 jours. J'avais fait un article hier soir dessus. On a un léger repli à court terme. Alors, moi, mon opinion sur l'AUD USD, il est plutôt haussier. Mon opinion sur le dollar, il est plutôt baissier. Donc, toutes les paires, en fait, toutes les devises
en ce moment, les devises de l'Asie, de l'Océanie sont plutôt à la hausse. Le yen, le dollar néerlandais, le dollar AUD. Voilà, donc l'AUD USD, ça se paye. L'AUD, le GBP UD, si on le regarde, il devrait être normalement orienté à la baisse, parce que l'AUD fait pression. GBP UD il est baissier. Si on regarde une autre paire, enfin non, c'est deux devises vraiment baissières, GBP USD en intraday, donc voilà. GBP UD baissier, AUD USD aussi. Voilà, donc c'est l'AUD qui est bullish. Voilà, donc concrètement, si on doit faire un point sur les devises, d'aujourd'hui, les paires, enfin les devises de l'Océanie, de l'Asie sont haussières, devises en Europe plutôt mitigées, le dollar c'est baissier, le canadien, le CAD c'est baissier, donc en gros les devises en Amérique c'est baissier. Voilà, pour situer un petit peu les zones géographiques. Ensuite, vous pouvez du coup mixer, vous pouvez avec cela connaître les paires de devises qui sont intéressantes. Si vous savez qu'il y a une devise, enfin la région d'Asie où les devises sont à la hausse et les devises en Amérique qui sont à la baisse, eh bien vous allez faire par exemple, vous allez shorter l'USD yen par exemple, ou le CAD yen. Si on regarde le CAD yen, je suis quasiment sûr qu'il est orienté à la baisse. Voilà, bon, il est orienté à la baisse, en intraday il rebondit, ça doit être avec le pétrole, peut-être que non. Bon, il n'y a pas vraiment de facteur qui justifie la hausse du CAD yen. Alors, excellente transition pour le pétrole. Le pétrole, j'ai pu tracer un canal descendant en place. Donc depuis février, je suis allé chercher les points bas. Alors voilà. Prix de clôture. Voilà, on vient chercher les prix de clôture. Pourquoi les prix de clôture? Eh bien parce qu'on avait tracé les prix de clôture ici. Vous voyez, prix de clôture. Et voilà, on avait ce biseau ascendant. Alors, le pétrole l'OPEP qui a déçu, le marché qui s'attendait à plus qu'un simple prolongement de la production. Alors, il y a une stratégie derrière cela, c'est que l'OPEP garde une munition, c'est-à-dire que si elle veut agir sur le marché demain, eh bien elle pourra décider de geler encore plus sa production. Voilà, donc si l'OPEP actuellement il est à 50 $ le baril, ce qui n'est pas non plus extrêmement bas, si on doit faire une moyenne sur une année glissante, donc une année de bourse c'est environ 260 jours, eh bien on est voilà sur la moyenne d'une année. Voilà, le prix du pétrole est sur la moyenne d'une année. Donc ce qui n'est pas non plus totalement comment dire décevant. Maintenant, ce qu'a fait l'OPEP, c'est assez quand même intelligent, dans le sens que, eh bien, si le cours revient à 45 $ et qu'elle avait décidé de brider encore plus sa production le 25 mai dernier, eh bien, quelle action aurait pu-t-elle faire pour faire remonter les cours? Eh bien, à part geler encore plus sa production, il n'y a pas grand-chose qu'elle puisse faire, l'OPEP. Voilà, donc là, le baril est à 50 $ environ. Moi, mon opinion, c'est qu'on devrait retrouver un baril WTI autour des 55 $, un baril Brent autour des 60 $ d'ici la fin de l'année. Voilà, c'est mes prévisions, mes perspectives. Après, ça ne regarde que moi. Selon quels critères? Eh bien, selon l'OPEP, selon également la production américaine qui remet un petit peu en cause euh, l'impact, la bienfaisance de l'OPEP. Est-ce que la hausse de la production du gaz de schiste aux États-Unis ne compenserait pas la baisse de la production de l'OPEP? C'est un petit peu la question que se pose le marché. Pour un moment, il semblerait que le marché trouve une compensation entre les deux et donc l'accord de l'OPEP n'est pas un impact, n'est pas assez conséquent pour avoir un impact positif sur les cours du pétrole. Voilà, donc en conclusion, le pétrole, tant qu'il est à 50 $, moi ça me choque pas trop. S'il retombe à 45, je pense que ça sera une zone où l'OPEP pourrait réagir. Le must, ça serait 43 $. Voilà, 43 $, honnêtement, je paye le pétrole. Le 43 $ WTI, je le paye. Voilà. En intraday, à court terme, le cours devrait réagir entre sa moyenne mobile à 20 jours et les 50 $. On a également ce canal descendant, donc s'il vient à 45, c'est également un niveau qui se paye, 45 $. Donc voilà, moi mes niveaux que j'attends pour payer, pour être honnête avec vous, c'est 45 $ et 43.
le gold. Alors j'y viens, excusez-moi pour cette petite attente. Alors je reviens à vos questions, gold et silver haussier. Alors oui, toujours haussier pour moi. Alimenté par différents facteurs. Alors on a des corrélations historiques qui n'existent plus sur le marché. Une qui me vient en tête directement, c'est le marché des indices, on va dire, et le gold. Alors quand je parle de corrélation, c'est pas vraiment de corrélation, mais plutôt de comportement du marché. Souvent, le marché, quand il s'intéresse aux indices boursiers, on a généralement une baisse du gold. Pourquoi? Eh bien parce que le gold, c'est une valeur refuge, donc risk off, et les indices boursiers, c'est risk on, appétit pour le risque. Et donc le marché ne peut pas être en risk on et risk off en même temps. Par contre, ce que l'on constate, c'est qu'on a Wall Street qui bat des nouveaux plus hauts, le gold qui fait plus 9% depuis le début de l'année, Wall Street, S&P plus 8, donc le gold qui fait mieux que le S&P quand même, et pourtant le S&P qui casse des plus historiques, donc on a une convergence entre le gold et les indices boursiers. Donc cette corrélation, cette différence comportementale n'a plus vraiment lieu. Par contre, une des corrélations qui tient toujours, c'est la corrélation négative qu'il y a entre le gold et le DXY. Voilà, DXY, le dollar US qui tombe, voilà, depuis le début de l'année, hein. DXY baissier, le gold haussier. Tout simplement. Voilà, donc il sera baissier le dollar US, et avec la Fed, malgré la hausse des taux, je vous ai dit mon opinion, ma stratégie, c'est que même s'il y a une hausse des taux, je pense que le dollar US sera baissier parce que le marché aura anticipé la hausse. Après, on a encore le temps, on a encore 14 jours pour voir les mouvements du marché, mais vu ce qui s'est passé ces derniers mois, le marché n'a fait quasiment que d'acheter la rumeur et vendre la nouvelle, et ça serait naïf de penser que ça ne se fasse pas le 14 juin prochain. Enfin, en tout cas, c'est mon opinion. Voilà, donc même s'il y a une hausse des taux, on pourrait croire que le dollar US serait haussier. Ça n'est pas mon opinion. Et donc, le gold devrait être soutenu. Il devrait être soutenu également par les risques en Chine, dans le sens que, eh bien, la croissance chinoise est peut-être remise en question. On a les obligations d'entreprises chinoises qui, depuis 2008, donc 2008, c'est la date à laquelle la Chine a publié publiquement les statistiques économiques, donc avant on n'en avait pas vraiment, enfin ces statistiques économiques que je parle, c'est que depuis 2008, on avait les obligations d'entreprise qui étaient inférieures aux obligations d'État chinoises. Depuis hier, on a les obligations d'État chinoises qui passent au-dessus des obligations d'entreprise, d'obligations d'État chinoises. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que les entreprises chinoises trouvent moins facilement de financement que l'État chinois depuis toujours, ou en tout cas depuis le début des publications qui a lieu en 2008. Voilà, donc ça veut tout simplement dire que le marché trouve moins confiance en la possible solvabilité des entreprises chinoises depuis quelque temps. Pourquoi? Eh bien, PMI manufacturier qui n'est pas vraiment convaincant, ok, d'accord, plutôt stable cette nuit, mais pas non plus extraordinaire. La croissance chinoise, 6,5%, donc une stagnation. Moody's qui dégrade la note chinoise parce qu'elle pense qu'elle aurait du mal à rembourser sa dette, enfin qu'elle aurait plus de mal à rembourser sa dette sur du long terme. Voilà, donc on a différents facteurs économiques qui impactent et qui inquiètent le marché. Et donc hausse du gold, hausse du Bitcoin également. Voilà, quand on a eu Moody's qui a dégradé la note chinoise, le Bitcoin a pris, je sais plus, 15 ou 20%. Voilà. Donc on aura l'occasion d'en reparler du Bitcoin, mais voilà, le gold est en tout cas alimenté par des facteurs économiques des pays émergents qui déçoivent un petit peu le marché. Voilà. Donc le gold haussier. Voilà, haussier pour répondre à votre question, jusqu'à où alors j'ai une résistance qui est partie, je pense. J'en avais une à 1267. 1267 qui correspondait ici. Voilà, donc alors vous allez voir comment je trace mes niveaux de support et résistance, ça va être une bonne opportunité. Voilà, donc j'en ai une qui a été supprimée. Si vous regardez mes analyses, normalement il y en a une à 1267. Alors ce que je fais pour tracer mes niveaux de support résistance, je mets mon graphique en mensuel et je mets les prix de clôture. Pourquoi les prix de clôture? Eh bien parce que les prix de clôture c'est tout simplement quelque chose de regardé par les institutionnels.
et c'est les institutionnels qui font le marché. Donc, ça ne sert à rien de regarder des résistances 15 minutes, autant regarder ce que les institutionnels regardent. Donc 1267,91, voilà, résistance. Donc là, on a une prise de bénéfice, comme annoncé dans mes articles, hein. Je vous invite à regarder des articles que je publie sur le gold une ou deux fois par semaine, également sur l'euro-dollar. Voilà, prise de bénéfice 1276, c'était ce qui était prévu. Maintenant, le scénario, retour sur 1250, ça serait l'idéal pour acheter le gold. Maintenant, si on n'a pas ce retour-là, et bien concrètement, 1260, c'est un niveau de prix qui se paye. Soyez patient, ne vous précipitez pas trop, n'achetez pas trop rapidement. 1260, c'est le premier niveau de support selon moi qui se paye. Regardez un petit peu en journalier, c'est un niveau de support intéressant. 1260, 1261, voilà, c'est une zone, même ici en fait, hein, même ce niveau de prix, regardez, ça correspond à ce niveau de support là. Donc j'ai envie de dire cette zone que je vais dessiner devant vous. Hop, hop, voilà. Voilà, cette zone-là, concrètement, c'est une zone de pivot. C'est-à-dire en dessous, c'est plutôt une tendance baissière à court terme. Au-dessus, c'est plutôt une tendance haussière. Voilà, donc maintenant, ici, je pense que ça se paye pour viser quoi? 1267, pas plus. Si on a une cassure des 1267, alors on pourra chercher plus haut, 1276, 1284, puis 1292. Voilà, c'est la stratégie. Cette zone-là, 1260, 1267, c'est une zone dite pivot qui va déterminer la tendance à court terme. À moyen terme, à long terme, on regarde les moyennes mobiles à 50 et 20 jours. 50 jours, elle est légèrement orientée à la hausse. 20 jours, elle redevient orientée à la hausse. Voilà, donc on a une tendance haussière qui se dessine. Les perspectives, c'est 1290. Voilà. Voilà pour ce qui est du gold. J'espère vous avoir aidé. Le silver, donc le silver c'est pareil, hein. C'est la même chose que le gold globalement. Regardez, on va comparer le silver avec le gold. Voilà. Donc le silver en jaune, le gold en jaune, le silver en chandelier. Donc on a une baisse du gold, on a une baisse du silver. Donc le silver, concrètement, s'il y a une baisse, il devrait avoir lieu selon le gold, hein. Mais si on prend pas en compte le gold, voilà, moi c'est le premier niveau de support technique que je constate. On en a un également ici. On va regarder les pivots mensuels. Alors, prix de clôture, faites attention de ne pas faire prix d'ouverture, hein. Prix de clôture, parce que prix d'ouverture il importe peu, hein. Le prix d'ouverture c'est ni plus ni moins que le prix de clôture plus le gap s'il y en a eu. Enfin le prix de clôture du précédent chandelier plus le gap s'il y en a eu, hein. Voilà globalement. Bon, je vais pas prendre le temps à dessiner avec les bonnes couleurs. Voilà, mais là on a déjà des pivots. Donc celui-là c'est celui que j'avais tracé avant. Celui-là également. Je vais retracer parce que j'en avais. Excusez-moi. Donc là, vous voyez, hop, prix de clôture, prix de clôture, prix de clôture. Voilà. Voilà, donc dans quoi le silver évolue? Il évolue dans cette zone-là. Achat, enfin, vraiment bon niveau de support à 17,17 $. Rebond pour viser quoi? 17,52, qui correspondrait concrètement au 1267 sur le gold. Ok? Donc voilà, s'il y a un achat sur silver, ça se fera sur ce niveau de support là, je pense, sur du court terme, enfin court moyen terme, et la prise de bénéfice se fera ici. Voilà, c'est mon opinion. Gold 1290 à court terme, de la part de François. Alors à court terme, peut-être pas, mais sur du moyen terme, pourquoi pas? À court terme, ça dépend vous ce que vous appelez du court terme. Moi, ce que j'appelle du court terme, c'est quelques séances. Je ne pense pas que quelques séances est suffisant pour que Gold achète 1290. Mais si la tendance haussière est confirmée sur le Gold, si on a une cassure des 1267, les 1290 devraient être trouvés avant l'été, je pense. C'est pas pendant l'été, je pense, que les 1290 seront atteints. Enfin, je ne pense pas.
Mais bon, concrètement, sur le mois prochain, si la tendance reste haussière, le gold devrait atteindre les 1290. Voilà. À noter que sur le silver, on a le RSI, vous voyez, qui est sous cette oblique baissière qui fait pression, hein. On a un momentum qui est bridé par cette oblique baissière. Une cassure de celui-ci plus une cassure des 17,52 sur un excellent signal d'achat, pour viser les 18,28 $. On passe aux indices boursiers, je vois que je prends beaucoup de temps, excusez-moi. Alors CAC 40, on fait ça rapidement, enfin rapidement, on fait ça bien, hein, mais on va faire ça rapidement. Le CAC qui revient sur son niveau de support mensuel, voilà, donc moi je l'ai dit hein, pendant mes articles, je vais pas me retirer. Niveau de support mensuel, bah écoutez, niveau intéressant pour passer à l'achat. Voilà, donc 5275, niveau de support qui se paye. Le must serait 5243. Voilà, pour être honnête avec vous. Donc ça, c'est peu. Donc ça dépendra également du taux de chômage qui n'a pas encore été publié. Allemand, l'inflation également, si elle est bonne, eh bien, si elle est au-dessus des 1,5% sur ce que prévoit le consensus, si elle est à 1,7, eh bien, ce sera positif pour la zone euro, et donc pour l'euro et pour les indices boursiers. Voilà, donc attention, si vous prenez des positions maintenant, sachez que dans 7-8 minutes, on a le taux de chômage allemand, dans un peu plus d'une heure, on a l'inflation, donc ne vous précipitez pas trop. Voilà. DAX 30, bon c'est pareil, hein. DAX il est pareil que le CAC, hein. Regardez un petit peu les indices. Nikkei en repli, le CAC en repli, DAX, Eurostoxx, FTSE, Dow Jones, S&P, à part le Nasdaq, vous voyez, les indices sont en prise de bénéfice, donc ne vous attendez des bons points d'achat pour payer. N'achetez pas une tendance baissière. DAX, support mensuel, 12 500. Voilà, c'est ce niveau-là qu'il faut payer. À court terme, ce que je constate, c'est que si on vient chercher les points bas depuis la semaine dernière, on a cette trendline haussière. Voilà, donc à la limite, en intraday, un rebond sur cette oblique peut être envisageable. En swing, on attendra le support mensuel pour payer. L'Eurostoxx, qui est sur niveau de support mensuel, 3554, donc si on a une cassure, bien concrètement, le prochain niveau de support sera 3487, donc relativement bas. Et si c'est 3497, si on a une cassure, déjà on aura un support intermédiaire ici, comme sur le CAC. Hein. Mais concrètement, si on a une cassure de ce niveau-là, bon bah concrètement, on n'achète plus les indices européens, en tout cas plus tant que l'Eurostoxx est à 3497. Quand vous achetez en swing trading sur le CAC ou le DAX, c'est important de jeter un œil sur l'Eurostoxx. Tout simplement parce que l'Eurostoxx, c'est les 50 plus grosses capitalisations boursières de la zone euro. Enfin, de l'Union européenne, parce qu'il y a quelques entreprises britanniques. Donc c'est important de jeter un œil sur l'Eurostoxx. Si l'Eurostoxx est orienté à la baisse et que vous achetez le CAC, c'est un petit peu compliqué. Je vois pas d'équivalent, mais non, je vois pas trop d'équivalent pour vous donner une image. Ouais, non, il n'y a pas vraiment d'équivalent. Donc attention, n'achetez pas le CAC si l'Eurostoxx est orienté à la baisse, n'achetez pas le DAX si l'Eurostoxx est orienté à la baisse. En tout cas, pas sur du moyen long terme. Voilà, donc en gros, hein, pour les indices boursiers européens en intraday, moi j'attends les replis. Je pense qu'il y en aura, ça dépendra des publications de cette matinée. Si les publications sont moins bonnes que ce que prévoit le consensus, ça sera baissier. Les indices boursiers européens viendront sur un niveau de support mensuel qui seront, je pense, des niveaux intéressants pour passer à l'achat. Voilà. À noter que la prochaine réunion de Mario Draghi sera le 8 juin prochain, où il parlera de sa politique monétaire, et donc qui sera particulièrement suivi par le marché. Écoutez, je vois qu'il n'y a plus de questions. Moi, je n'ai plus rien à rajouter. Merci à vous pour votre attention. Excellente journée. On se retrouve sur le site dailyfx.fr pour les analyses quotidiennes. Je donne des scénarios dans mes articles, donc il n'y a pas que dans les webinaires. Et voilà, écoutez, merci à vous pour votre attention. Excellente matinée et à tout à l'heure sur le site web dailyfx.